Bonjour, rendez-vous aujourd'hui avec Meryl Thieblemont, qui pratique l'ostéopathie animale. Elle est diplômée d'une licence en biologie animale et de 2 diplômes en ostéopathie animale, celui de l'ESAO et celui de l'IFOREC. Elle est également inscrite au RNA depuis décembre 2017, qui est le registre national d'aptitude établi par l'Ordre des vétérinaires. Meryl a toujours été fascinée par les animaux, passant des heures à les observer. Puis, lorsque son premier chien a été atteint d'arthrose avancée, elle s'est demandé comment elle pouvait le soulager. Et c'est ce qui l'a amenée à ce métier. Pouvoir soigner des êtres du bout de ses doigts a été une révélation. Meryl pratique depuis 2010 et sa passion reste intacte. Elle soigne principalement chevaux, chiens et chats, mais il lui arrive aussi de voir des moutons, des chèvres, des vaches, des oiseaux ou des rongeurs entre ses mains. Elle se trouve dans le Vaucluse et se déplace sur une grande zone sud, le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. Pour ceux qui souhaitent la contacter, vous trouverez ses coordonnées en dessous de la vidéo ou en bas de l'article sur notre site monchienbio.com. Vous allez voir que dans cette vidéo, Meryl a pris le temps de répondre en détail aux questions, tout en donnant des réponses claires et pratiques. En effet, pour elle, bien conseiller et informer l'humain à prendre soin de son animal est une étape essentielle pour le bien-être du chien et du chat. Je laisse maintenant place à Meryl. Merci Meryl d'être venue pour répondre à nos questions sur l'ostéopathie. Avec grand plaisir. Comment manipulez-vous les animaux de compagnie et comment faites-vous pour qu'ils se laissent faire ? Le principe est déjà de venir à domicile sur le territoire de l'animal où il est souvent plus en confort. Le but en arrivant, c'est d'analyser un petit peu l'état d'esprit des gens, de l'animal. Est-ce que son caractère, est-ce qu'il est plutôt anxieux ou pas ? Ça va définir l'approche qu'on va avoir en fait. Le mieux, c'est de trouver un lieu au calme où il n'y a pas trop de stimulus extérieur pour que l'animal soit bien avec nous et qu'il ne soit pas dans son rôle de gardiennage ou autre. Vraiment le couper de sa fonction au sein de la maison. Qu'il n'y ait pas trop de mouvement, de bruit autour de nous. Après, moi je fais un palpatoire au préalable pour vérifier ses fonctions vitales, vérifier qu'il n'ait pas d'infection, de problèmes cardiaques graves, ce genre d'infection, donc pour être sûr que je peux pratiquer l'ostéopathie. Après, je le regarde se déplacer pour voir s'il y a des restrictions de mouvement sur des pattes, sur des portions du dos, du cou. Et ça me permet déjà d'un peu mieux comprendre dans quelle posture il est et ses problèmes possibles. Et après, en fait, je fais une lecture du corps avec des points d'acupression qui me permettent de délier des chaînes musculaires pour trouver les gros points de blocage, en fait. Et redonner le mouvement aux tissus qui ne bougent pas suffisamment pour que la fonction du corps soit restaurée le plus possible. Voilà. Ensuite, on fait des tests articulaires pour être un peu plus précis dans le diagnostic, voir s'il y a des points d'arthrose. Voilà. Mais c'est vrai que je le fais dans un deuxième temps, une fois que toute la structure s'est vraiment relâchée au niveau des tissus mous. Ces tests me permettent d'analyser les problèmes plus ou moins ancrés, réversibles ou pas, parce qu'on ne peut pas toujours tout soigner. Voilà. Et après, en fonction de cette analyse, je propose des conseils pour le mode de vie du chien, pour limiter au maximum ou que ce problème ne revienne, ou qu'il s'accentue. Voilà. Donc j'essaye de comprendre le mieux dans quel état d'esprit est le propriétaire, parce qu'on a tous un peu notre définition du chien, de son activité, de son hygiène de vie, quoi. Et pour arriver à conseiller au plus près en fonction des personnes. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où je ne peux pas les soigner parce qu'ils ont trop mal. Donc ils sont en hyperalgie, grosse inflammation aiguë.
Donc souvent c'est des cas d'arthrite, des cas d'hernie discale, voilà. Donc là en fait si vraiment l'animal est en refus, qui refuse le soin, je préfère qu'il aille voir un vétérinaire, quitte à prendre quelques antidouleurs, anti-inflammatoires, pour déjà un peu résorber le niveau de l'inflammation et qu'ils acceptent plus les manipulations dans un deuxième temps. C'est vrai que manipuler en pleine crise, c'est pas le plus adéquat en fait. Et après, sinon, dans des cas où les gens sont assez ouverts d'esprit, dirais-je, je me permets des soins dits à distance qui permettent aussi au niveau énergétique de baisser les niveaux inflammatoires et qui me permettent ensuite de pouvoir poser mes mains. Pouvez-vous nous parler du lien entre l'animal et son maître ? Il est souvent très fort. On dit souvent l'animal miroir de l'homme. Je pense que c'est un bon reflet de nos liens avec nos animaux. Je trouve ils ont souvent le même caractère que nous. Est-ce que c'est la domestication ? Certainement, à force de passer du temps avec nous très jeunes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important d'analyser aussi le caractère du maître en fait, pour mieux gérer le couple, dirais-je. En fonction de leur état d'esprit pendant mes soins, ils sont présents ou pas. Bon, généralement oui, mais c'est vrai que il y a certains animaux qui sont un peu pudiques, qui n'aiment pas trop montrer leurs problèmes en fait à leur gardien, leur propriétaire. Donc ils vont plus facilement me les délivrer si cette personne n'est pas là. Et d'autres animaux, c'est vraiment l'inverse. Ils ont besoin du propriétaire pour montrer quelque part qu'ils sont d'accord avec le fait que je sois là, que c'est normal. Et voilà. Donc c'est vrai que chaque soin est très différent en fonction de toutes les situations et des animaux, quoi. Voilà. Généralement, ils n'aiment pas être trop centre de l'attention quand on les soigne. Pour jouer et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, dès qu'on rentre dans la matière, dans les petits bobos, entre guillemets, ils sont souvent plus pudiques. Donc là, ils ont besoin d'un peu de... Faut pas qu'ils soient au centre de l'attention. Ça marche mieux. Voilà. Le fait de les voir à domicile, ça me permet de mieux analyser tout ce dont je vous parle. On voit les habitudes, on voit les modes de vie, les escaliers, les canapés, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit qu'on verrait pas si on nous les amenait en cabinet en fait. Parce qu'en cabinet on nous dit ce qu'on veut, mais là on voit, vous voyez, c'est pas pareil. Voilà, et donc les liens sont souvent très forts, aussi bien entre un chat, un chien, même des troupeaux. On a des cas de bovins, d'élevage de bovins ou de moutons qui ont les mêmes problèmes que leur maître, quoi. Donc c'est incroyable. Donc le lien est très fort, comme s'il y avait une sorte d'empathie, Je cherche moi-même encore à comprendre. On dirait qu'ils veulent ou nous prévenir ou nous soulager de certains de nos maux, MAUX. Voilà. Mais c'est encore un sujet de recherche pour moi qui essaye de comprendre la place qu'ils ont dans nos vies, quoi. Et quand vous dites il ne faut pas les mettre au centre de l'attention, du coup, comment vous faites ? Vous parlez aux maîtres ? En fait, suivant quand j'arrive, s'ils sont vraiment effrayés, qu'ils commencent un petit peu à aboyer de peur et tout, je les ignore en fait. Je ne réponds pas à leur stress pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Et en fait, ils se calment tout seuls du coup. D'accord. Voilà. Alors, on fait souvent appel à un ostéopathe quand il y a un problème structurel, un problème physique, mais est-ce qu'on fait également appel à un ostéopathe pour d'autres problématiques ? Alors effectivement, l'ostéopathie peut être utilisée dans plein de situations. Alors, j'entends dans votre question structurelle donc des problèmes mécaniques, ostéo-articulaires, mais effectivement, il y a plein d'autres sujets où on peut nous appeler, des problèmes alimentaires. Donc ça ne veut pas dire qu'on va les régler, mais quand il y a des intolérances alimentaires, on peut les percevoir. Des problèmes métaboliques comme des pancréatites, le foie engorgé, des choses comme ça. Et on peut aussi drainer ces organes. Donc voilà.
Tout ce qui est œdème lymphatique également, donc une mauvaise circulation de la lymphe avec des œdèmes, ça aussi on peut relancer la circulation des fluides et du coup les faire se résorber. Tout ce qui est incontinence urinaire, fécale sur les chiens vieillissants. Pour le coup c'est du mécanique souvent parce que c'est juste leur nerf qui est pincé qui fait que l'info à la vessie ou au rectum ne se fait pas. Donc ça aussi, tout ce qui est otite aussi, on peut aider, sauf si c'est des graves infections de champignons, des choses comme ça, mais en parallèle d'un traitement vétérinaire, ça peut aider. Les écoulements des yeux aussi, souvent c'est aussi des tensions crâniennes en fait. Et puis il y a des cas de chiens agressifs où c'est vrai, on est appelé pour savoir si leur comportement est dû ou pas à un problème physique, à une douleur. Donc, dans certains problèmes comportementaux, on recherche est-ce qu'il y a un problème de douleur. Et sinon, après, vous avez tous les problèmes psychosomatiques, et les animaux en ont. Les questions d'abandon, de maltraitance, etc. Donc là, en fait, le simple fait de mettre le doigt dessus quelque part, ça libère un peu ces états d'âme. Ça règle pas toujours le fond, mais déjà de le mettre un peu en éveil et de parler de ces problèmes émotionnels de l'animal, ça aide à être plus... Ça aide, je sais pas comment vous dire, ça libère des choses. Surtout que certains problèmes émotionnels peuvent avoir un impact sur la peau, comme nous. Tout ce qui est eczéma, zona, souvent c'est des choses qu'on garde en nous et qui sont juste exprimées par l'organe qui est la peau, quoi. Voilà. Donc on peut aussi jouer sur ces différents points à plus ou moins grand niveau en fonction de l'importance des problèmes. D'accord. Et pour l'incontinence suite à une stérilisation, est-ce qu'on peut... Alors ça dépend, parce qu'il y a deux types d'incontinence après une stérilisation. Il y a vraiment un problème d'adhérence. Donc en fait, c'est les tissus qui ont colmaté là où il y a eu les incisions chirurgicales qui va ensuite gêner les liens entre les ligaments ovariens et la vessie, etc. Et là, sincèrement, les adhérences, non, on peut pas. J'ai une femme qui vient d'accoucher, elle a 1 mois de kiné et eux, ils n'ont pas accès à ça, donc ils fibrosent beaucoup souvent. Donc, mais c'est variable, c'est pas systématique, c'est pas parce qu'on fait stériliser un chien qu'il va avoir beaucoup d'adhérence et qu'il va être incontinent, mais ça arrive. Donc c'est très variable en fait. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer parce que dans 2 cas sur 3, on règle le problème. Ah, ça peut certainement intéresser beaucoup des auditeurs. Là. Ouais. Et surtout les cas où c'est arrivé plus tard. Un chien qui vient d'être stérilisé et puis direct il est incontinent, c'est pas sûr qu'on puisse l'aider parce que là on va dire que c'est plutôt l'acte chirurgical qui a pu induire des choses. Par contre un chien qui a été stérilisé assez jeune et puis 4 ans après il nous fait un début d'incontinence, là souvent on peut régler le problème. Après c'est vrai qu'ils sont très anxieux quand même les animaux de par notre domestication je trouve. Et c'est des éponges émotionnelles, quoi. Ils absorbent tout l'environnement autour d'eux, vous voyez. D'ailleurs, c'était ma question d'après. Ouais. Selon vous, quelle est la part de l'émotionnel dans un problème physique et quelle est l'influence du problème physique sur le caractère de l'animal et sur son état de stress ? Pour moi, la part émotionnelle, elle est énorme, si ce n'est essentielle. Pour moi, nos actes, nos choix, nos paroles sont définis par nos émotions, même si on n'en a pas conscience. Et chez l'animal, en fait, c'est pareil, même si on rapproche le mot émotion avec l'instinct. Mais voilà, c'est ça qui définit ce qu'on fait, ce qu'on dit, voyez. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à gérer au mieux nos émotions, et eux aussi. Il est important qu'ils aient un environnement stable et sain, qui couvre tous leurs besoins, pour déjà essayer de limiter un maximum d'autres déboires émotionnels environnementaux, que ceux du sevrage, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et c'est vrai que quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, donc un bon exercice physique, beaucoup d'attention et d'amour, des jeux, des exercices de réflexion, de la sociabilité avec toutes sortes d'espèces, un sevrage correctement fait, il peut y avoir des troubles comportementaux, qui sortent de ça et qui dévient le caractère en fait. Comme nous, si on n'est pas bien dans notre peau, ça peut induire qu'on va être plus ou moins agressif et sympa avec les gens, quoi. Donc c'est pareil dans le monde animal. Et souvent, ils ont du mal à gérer leur stress. Donc on en revient à la gestion d'émotions. Et ils peuvent du coup avoir des actes d'agressivité quand ils ne gèrent pas. Il y en a, ils attaquent d'autres chiens juste parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions, alors que l'autre chien n'a rien fait. Vous voyez, ils ont besoin de se défouler d'un coup sur quelque chose, c'est comme une bombe qui explose. Et donc on en revient à nos troubles de la peau, mais qui sont donc secondaires à ça, et même des troubles organiques, viscéraux, comme des ulcères d'estomac, comme un humain qui a des problèmes d'anxiété, quoi. Et c'est vrai que pour vous dire le lien entre le problème émotionnel et sur le corps, je trouve que la médecine chinoise explique bien ça, parce qu'elle est, entre autres, une des médecines qui fait des liens entre les problèmes émotionnels et les organes. Et moi, j'adhère à ça, je le ressens en soins. Je vous donne un exemple, la tristesse, en fait, est reflétée par le poumon et le gros intestin. On a la colère qui est représentée par le foie et la vésicule biliaire. Donc en fait, c'est si vous stockez trop ces émotions négatives en vous, que vous les vivez pas, entre guillemets, elles peuvent finir par générer un dysfonctionnement de vos viscères, quoi. Et ça, moi, j'y crois et je l'ai déjà vu plein de fois. Voilà, donc ça, c'est un bon lien, je trouve, entre un problème émotionnel et l'impact que ça va avoir sur le corps. Donc effectivement, tout problème émotionnel, pour moi, a un impact sur le corps à plus ou moins haut niveau. Faut-il encore en avoir conscience? Et puis c'est vrai que si on se sent mal dans notre peau, vous voyez, si on est préoccupé, on fait moins attention aux gestes qu'on fait, et puis en fait la blessure elle vient plus vite. Donc on en revient à ça aussi, c'est être bien dans sa peau, c'est aussi faire attention à notre environnement, à ce qu'on fait, et souvent on se blesse moins, vous voyez. Et donc on en vient un peu à la prévention quelque part. Je pense que c'est bien de bien connaître son animal pour comprendre quand il est dans des situations d'inconfort et qu'il ne faut pas renforcer ses peurs parce qu'il a déjà plein de peurs en lui. Et à nous de les aiguiller au mieux, quoi, pour ne pas renforcer tout ça. Oui. Donc je pense qu'il faut bien connaître les codes canins quand on a un chien pour voir et ça limiterait plein de situations en fait. Voyez. D'accord. Et les codes canins, quels sont-ils? Alors là, on pourrait... Quelques exemples, peut-être. Alors, quelques exemples. C'est même pas des... Là, pour le coup, c'est des codes d'humains qui font pas bien avec les chiens. Je vous donne les trucs bateaux, mais les gens qui mettent leur chien à l'eau quand ils sont chiots pour leur dire « apprends à nager », ça, c'est concrètement renforce une peur, quoi. Oui. Donc, au lieu de laisser découvrir à son rythme l'eau à l'animal, tiens, je te fous dedans. Voilà, donc ça, typiquement, mais il y a plein de gens qui le font. Ah, ouais. Là, moi, j'ai un chiot à la maison, par exemple, qui découvre les chevaux. Je le laisse complètement gérer la distance qu'il veut avoir avec eux. S'il recule, ok mon gars, vous voyez, j'accepte sa peur, je lui dis tu fais comme tu sens, mais je ne le force pas à venir à leur rencontre, comme je ne le force pas à ne pas venir. Voilà. Je respecte ses craintes et j'essaye de le rassurer juste à la voix en fait, mais en respectant lui les mouvements qu'il fait. Je sais pas si ça vous va comme exemple. Oui, oui. Voilà, ce genre de choses. D'accord, oui. On induit beaucoup de choses, quoi. Le respect, quoi. Respecter la vitesse, l'acclimatation. D'apprentissage. Ouais. Et souvent, on est extrêmement exigeant avec je parle des chiots, parce que c'est le plus fort, mais on enlève un être de sa famille avec des codes canins, et souvent, on est très exigeant avec eux, on s'en rend pas compte.
Mais du jour au lendemain, faut pas que tu mordes, faut pas que tu pisses dedans. Quand tu dors, tu me réveilles pas. Vous voyez, et c'est des choses qui sont quelque part normales pour nous, mais qui ne le sont pas forcément pour eux. Et on leur demande une adaptation énorme, en fait. Mais ils sont aptes à le faire, mais c'est incroyable. Et des fois, on est un peu trop exigeant, je trouve. On veut que ça aille trop vite, en fait. Donc, on brûle des étapes. Et quelque part, on leur manque un peu de respect par moment. Et ça peut induire, on en revient à des petits troubles de comportement. Souvent, ils sont dus à nous, hein. Même dans des cas d'élevage, vous voyez, il y a des chiens, ils ne voient pas l'extérieur, ils ne voient pas d'autres chiens. Donc déjà, le départ, il n'est pas très clean, quoi. Ouais. Voilà, tout ça à prendre en compte. Quand vous manipulez, comment faites-vous pour traiter les composantes physiques et émotionnelles? Est-ce que vous les dissociez? Est-ce qu'il y a un ordre à suivre? Déjà, pour qu'un animal vous livre ses problèmes émotionnels, il faut déjà qu'il soit bien en confiance avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui disaient « Ah, mon chien, là, il a un problème, et dès que je l'amène au veto, il disparaît le symptôme. » Voilà, donc moi, c'est vraiment important que l'animal soit en confiance pour nous livrer les informations, qu'il ait envie de nous le dire. Nous, si on n'a pas envie de dire un truc à notre médecin, on ne le dit pas, hein. Mais eux, c'est pareil, hein. Et le médecin, je pense que pour vous aider au mieux, c'est qu'il sache le plus de choses de vous, en fait. Mais qu'il y ait vraiment un lien de confiance, un échange. Donc moi, j'essaye d'instaurer ça. Et tout ça pour en venir à dire que les tensions en premier que je perçois, elles sont souvent physiques. C'est normal, c'est la première couche, entre guillemets. Même si le problème est émotionnel, comme je vous le disais, ça a un impact sur le corps. Donc, on aura d'abord les données physiques en général. Et c'est après, en déliant ces tensions, qu'on pourra atteindre des couches émotionnelles, entre guillemets, qui sont palpables de manière identique à une tension tissulaire. Parce que pour moi, un problème émotionnel, en fait, c'est un stockage d'énergie qui est emmagasiné dans des tissus, avec l'émotion associée. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un accident de voiture, vous avez un coup de lapin, vous avez très peur à ce moment-là, dans vos tissus du coup qui ont pris l'impact, il y aura votre peur associée à ce moment-là. Et c'est en déliant cette tension d'entorse cervicale, je dis n'importe quoi, qu'on va pouvoir libérer votre peur associée. Comprenez ? Oui. Donc en fait, on les comprend en les déliant. D'accord. Vous voyez ? Et suivant les thérapeutes, parce qu'on perçoit tous des choses aussi à différents niveaux, il m'arrive, moi, donc à ce moment-là, de ressentir moi-même l'émotion qu'il y a. Et il m'arrivait des fois où j'ai dû pleurer ou pour libérer l'animal, et je le contrôlais pas, quoi. Mm-hmm. Mais bon, c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais on le comprend, en fait, sur le moment. Vous voyez ? Oui. Et la palpation, elle est assez similaire. Voilà, je sais pas si c'est clair. Oui. C'est pas toujours agréable, d'ailleurs, pour eux, parce qu'en fait, quand on fait ça, c'est comme si on revivait. Oui. Aussi, le problème. Et il y a des cas en humain où les tonneaux de voiture, on fait revivre les tonneaux à la personne et au tissu pour qu'ils reviennent à leur position initiale. Mais je peux vous dire que la personne, elle revit son accident. Donc on n'est pas tous prêts à ça. Et l'animal, au début, il peut ne pas être prêt à ça. Et donc, il faut peut-être le revoir plus tard. Voilà, donc ça, c'est encore variable en fonction des caractères des animaux et de l'intensité des problèmes, quoi. Mais voilà, ce genre de problèmes peuvent ne pas se régler en une seule fois. D'accord. Peut-on combiner l'ostéopathie avec d'autres thérapies intégratives ? Bien sûr, bien au contraire. Enfin, moi, j'aime bien que... Je pense qu'on est tous complémentaires, que chaque thérapeute a sa vision et apporte quelque chose à l'individu ou à l'animal. Personnellement, j'aime bien que mes patients soient suivis en shiatsu, par exemple, surtout dans le monde du cheval. Oui. Dans le monde du chien, du chat, ça se fait pas trop encore. Mais je trouve que c'est très complémentaire de l'ostéopathie.
Et après, il y a plein de médecines, donc il faut que les gens ils aillent là où ça résonne en eux, quoi. Mais je vous en cite quelques-unes. Donc il y a l'acupuncture, il y a des massages, il y a des soins à l'argile. Il y a des gens qui font ça maintenant, essentiellement des cataplasmes. Vous avez aussi, ça peut être associé à une médecine vétérinaire classique, dans des cas de problèmes cardiaques ou métaboliques. Notre soin va s'associer à un traitement vétérinaire. Donc c'est pas incompatible. Ça dépend ce qu'il y a. Oui. Et les soins à l'argile, quelles sont les personnes qui font ça en principe? Alors, c'est souvent des thérapeutes manuels qui peuvent être des ostéopathes, des kinés, ce genre de choses. C'est aussi très développé dans le monde du cheval. Peut-être aussi un peu dans le monde du chien du sport, mais avec leur poil, c'est moins évident. Mais dans le monde du cheval de sport, c'est très, très, très développé. D'accord. Pour éliminer les toxines des muscles après les compétitions, les courses, ce genre de choses. Après, vous avez la balnéothérapie qui, moi, je trouve est une discipline très intéressante. Et après, tout ce qui est physiothérapie. Donc ça, c'est plus pour des animaux qui ont eu des problèmes d'accidents, d'hernie discale, de paralysie postérieure, ce genre de choses. C'est comme un peu de la kiné, on va leur faire des mouvements avec des ballons, des trucs pour solliciter des zones du corps, des zones profondes pour tenir au mieux la structure, quoi, vous voyez ? Donc ça, c'est la physiothérapie. Et après, on a ce que vous proposez aussi sur votre site et qui est très sympa, tout ce qui est gémothérapie, phytothérapie, les fleurs de Bach, le rescue, l'homéopathie aussi. Donc c'est des disciplines à part entière. Moi, je pense qu'il faut quand même bien les contrôler pour demander conseil à des gens qui savent de quoi ils parlent, mais qui sont très complémentaires. Et il y a des magnétiseurs aussi qui peuvent aider les animaux, les gens. Et après, sinon, vous avez des comportementalistes si vraiment... Donc tout ça, en fait, est complémentaire. Donc oui. Alors, si l'on passe en revue les différents stades de développement du chien, donc chiot, adulte, en âge de se reproduire, le chien âgé, quels sont les moments où l'ostéopathie peut être très bénéfique ? C'est vrai que ça dépend de ce qui se passe, on va dire. Mais la croissance, c'est une période assez stimulante, on va dire, pour le corps d'un animal. Surtout les animaux de grande race qui font des poussées de croissance en 18 mois, ce que nous, on met 20 ans à faire. Donc, je vous dis même pas comment travaille la machine, là. Donc il faut être particulièrement vigilant avec les grandes races, les molossoïdes. Là, moi je les vois 1 ou 2 fois dans l'année, dans les 12 mois de croissance, sur les 14 mois on va dire. Après, vous avez tout ce qui est problème de descente testiculaire, par exemple. Souvent, ça arrive dans le monde du chien que les testicules ne descendent pas bien, donc ça on peut aider. Vous avez tout ce qui est décalage de la mâchoire. Donc les chiens qui ont la mâchoire un peu avancée, déviée, alors qu'ils sont tout petits, là aussi on peut essayer de les aider, surtout pour qu'ils aient une bonne mastication après. En plus de l'esthétisme, c'est surtout qu'ils puissent s'alimenter correctement. Tout ce qui est traumatisme, les jeux avec les autres, les escaliers, les sauts, les boiteries. Il y a des boiteries de croissance, surtout chez les chiens de grande race, vu qu'ils poussent très vite. Souvent les coudes à un moment donc là on peut un peu les aider aussi. Et puis les mises bas difficiles, aussi des naissances compliquées, quoi. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Et puis après on a effectivement ce sujet énorme qui est la dysplasie, où là il y a des gens qui veulent faire des soins préventifs, savoir un peu comment ça tourne, quoi. Voilà, donc en gros, je pense qu'une fois, au moins une fois pendant la croissance de l'animal, c'est top. Plutôt vers la fin s'il n'a pas de problème. Et puis sinon, s'il envoie des signaux que je vais vous énumérer après. Oui. On passe à la vie d'adulte. Oui. Ouais. Donc là, moi je conseille aussi donc 1 fois par an en prévention pour que des petits bobos
qui nous expriment pas, ne prennent pas trop d'ampleur, parce qu'un chien, des fois, avant d'exprimer sa douleur, il faut quand même qu'elle soit assez vive. Et des fois, c'est un peu tard. Donc, une fois par an, sauf si, pareil, il y a eu un trauma, une chirurgie. Parce que des fois, les chirurgies, ça secoue un peu le corps. S'il y a des problèmes incurables après, donc imaginons un chien qui a des becs de perroquet ou une malformation vertébrale à la naissance, où on sait que le fond du problème, on va pas pouvoir le régler. Mais en fait, de manière préventive, on va délier la structure, là, peut-être 2-3 fois par an, pour pas que cette malformation n'ait de répercussions sur d'autres articulations et induise d'autres pathologies. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour les cas où il y a des problèmes génétiques déjà à la base, par exemple. Voilà, après on a les chiens de sport. Oui. Les chiens de policiers aussi, qui sont des animaux très sollicités. Et là, on va plutôt faire 2-4 fois par an. Ouais. Donc avant la saison de concours et après, vous voyez. Et puis les chiens de policiers, c'est assez variable. C'est quand il y a des comportements bizarres, en général, qui font appel à nous. Et après, il y a des chiens de reproduction aussi. Bon, ils sont un petit peu moins sollicités quand même que les autres, que des chiens de sport. Donc là, moi, je trouve que 2 fois par an, c'est bien. En fait, c'est pareil, avant saison de saillie et après saison. D'accord. Voilà. Et après, on a aussi les cas du chien vieillissant. Et là, c'est aussi variable en fonction de comment il vieillit, quoi. J'ai envie de dire 4 à 12 fois par an. Je vous donne quelques exemples, des cas d'arthrose avancée, des polyarthrites, avec des débuts de petits pincements des nerfs rachidiens. Là, on va faire plutôt tous les trimestres, si c'est possible. Ou alors, à la demande du chien, dès qu'on voit qu'il a du mal à se lever, qu'il boitille ou qu'il a plus trop de vitalité, en fait. Il y a ça, il y a les cas d'hernie discale, les cas d'incontinence dont je vous parlais précédemment, et puis tout ce qui est parésie, donc début de pincement neuro, quoi. Où là, il faut assez vite intervenir pour essayer de récupérer les fonctions assez rapidement. Donc voilà, ça dépend un petit peu si on prend les pathologies à temps ou pas, vous voyez, parce que ça, c'est très variable aussi d'un individu à l'autre. De la prévention. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que nos chiens, ils nous expriment assez tard leur déboire, et moi, j'essaye vraiment d'informer les gens à regarder certains points pour anticiper les premiers signaux d'alarme. Oui. Donc, je leur demande de regarder quand ils promènent leur chien s'il leur semble assez droit. Il y a des chiens, ils courent méga en crabe. Et là, je vous dis pas, avec le temps, les lombaires, ça pincouille, quoi. Donc ça, on peut aider. Et des fois, il y a un problème sous-jacent, si vraiment ils sont de travers. Après, est-ce que le chien, il a pas de mal à sauter, à monter les escaliers ? Est-ce que quand il galope, il dissocie ses pattes arrière ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu de la biomécanique, mais un chien, quand il galope, en fait, il dissocie ses 2 pattes arrière. D'accord. Et quand ils ont mal en bas du dos, ils galopent et ils posent leurs 2 pattes arrière en même temps, comme un lapin. Ça aussi, c'est un petit signal il y a quelque chose. Le port de queue aussi, la queue, elle est tout le temps en bas. Voilà. Est-ce qu'ils s'étirent ? Les chiens, les chats, ils se lèvent, normalement, ils s'étirent les pattes avant, après les pattes arrière. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont gênés par quelque chose. Ça aussi, c'est un petit signal d'alarme. Et après, il y a un petit test palpatoire à faire qui me semble assez simple, mais bon, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. C'est juste de passer, en fait, vos doigts de part et d'autre du rachis du chien, ou du chat, ou du cheval. Sans appuyer fort, il ne faut pas un contact trop fort, mais juste une petite réaction avec le bout des ongles. Et en fait, voir la réaction qu'a l'animal. Est-ce qu'il a une réaction ou pas ? S'il s'en fout, concrètement, c'est qu'il a pas mal. Si sa peau frémit un petit peu, ça veut dire que il est plutôt... Pardon, excusez-moi ma phrase. Un stimulus va être plus vite perçu. Donc, il va plus vite réagir. Donc ça veut dire qu'il y a une tension rachidienne sur cet étage vertébral. Donc ça aussi, c'est important pour moi. Et puis aussi, il y en a, quand vous les brossez, ils fuient la brosse. Oui. Ça aussi, ça peut être un petit signal. Voilà. Est-ce qu'il bâille correctement ? Est-ce que vous pouvez le caresser partout sans réaction ?
Il y en a, ils supportent pas qu'on touche le ventre ou de certains endroits. C'est bizarre, pourquoi je peux te toucher là et pas là? Vous voyez? Donc ça aussi. Est-ce qu'il tourne correctement la tête? Est-ce qu'il bâille de toute sa bouche? Et après, pour des cas de chiens vieillissants, je montre aux gens comment voir les réflexes neurologiques. Donc, je vous les énumère brièvement. La proprioception, c'est ce qui nous permet de savoir où on est dans l'espace par rapport à nos pattes. On a des petites terminaisons sensorielles là qui viennent, là je suis là. Donc, le but, c'est de mettre les pattes les unes après les autres, sinon il va tomber. Mettre les pattes à l'envers et de lâcher et de voir si votre animal il a le réflexe de remettre sa patte correctement. Donc ça, c'est valable pour les chiens et les chats. Donc ça, vous pouvez le faire sur les 4 pattes. Voilà, donc il faut que tout revienne normalement. Après, vous avez le test dit nocicepteur, donc c'est la réaction à la douleur. Donc en fait, là, bêtement, on va juste avec nos ongles pincer la peau entre les doigts pour générer une douleur. Et il faut que l'animal il ait un réflexe de retrait. Sinon, c'est pas bon signe. D'accord. Et après, le deuxième trajet, c'est le moteur. Mais là, on le voit à l'œil, c'est-à-dire est-ce qu'il bouge sa patte ou pas. Parce que des fois, on a des paralysies flasques où en fait, il n'y a plus du tout de motricité, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est... Pour moi, c'est les petits points les plus importants. Donc, être dans la prévention 1 fois par an, c'est top. Et après, vérifier ces paramètres-là. Parce que ça, c'est des petits débuts de signaux et c'est bien de ne pas attendre pour... agir. Ouais. Plus on attend et plus les choses s'ancrent. Et plus les tissus collent. Le corps, il est là pour coller les trucs qui l'embêtent. Ah, toi, tu bouges, tu me fais mal. Attends, je vais te coller parce que... Ouais. Mais bon, si on colle, on perd un peu de fonction. Voilà. Et plus le temps passe, et moi, on revient, on n'avait plus, il faut décoller. Non, mais je ne veux pas décoller. Vous voyez ? Voilà. D'où l'importance de la prévention. En prévention, est-ce que vous aviez d'autres informations à apporter ? En fait, c'est comprendre qu'est-ce que c'est que la prévention. C'est souvent des notions qui viennent plus d'Asie, je trouve, d'Inde, dans ces médecines ayurvédiques. Les Chinois, ils vont voir leur médecin pour pas tomber malade. Et ils sont pas contents c'est pas cohérent qu'ils tombent malades s'ils ont fait des soins. Souvent, c'est de l'acupuncture qu'ils font. C'est-à-dire que si leur corps se sent bien, comme on l'a dit précédemment, ils vont mieux interagir avec leur environnement et du coup, normalement, ils vont moins se faire mal. Donc ça, c'est important. Plus on se sent bien dans son corps et plus notre corps fonctionne de manière optimale. Donc ça va aussi avec la prévention. On est plus vigilant, on anticipe plus les choses et on récupère mieux un petit truc. Vous voyez ? Et c'est ce qui montre aussi donc l'importance du lien entre notre corps et notre esprit. C'est aussi qu'il faut que notre esprit soit bien pour que notre corps il aille bien. En prévention des petits chiens notamment, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils vivent dans un monde de grands, qu'un petit chihuahua qui monte une marche d'escalier, en fait, il monte 1 fois sa hauteur. Imaginez-vous que vous montiez 1 fois votre hauteur 10 fois par jour, vous aurez des lombalgies. Donc voilà, c'est penser à ça parce que, bon, c'est vrai, c'est des quadrupèdes, donc ils ont plus d'appui au sol, ils peuvent sauter différemment. Mais quand même, je trouve que ce qui coûte beaucoup à nos chiens, c'est en fait de vivre tout en grand. Donc sauter sur des canapés qui font 2 fois votre taille, des marches d'escalier à non plus finir. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des barrières, des escaliers devant le canapé pour limiter au mieux ce genre de choses. Voilà, les économiser quoi. Pensez pour eux. Pas d'aller-retour inutile. Des efforts violents, très longs, c'est pas inutile, c'est pas utile. Les jeux de bâton aussi et de cordes, souvent ça peut leur générer des troubles à terme. Donc moi j'ai beaucoup d'hernie discale cervicale avec les chiens qui tractent beaucoup à la corde toute leur vie. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas jouer avec eux, mais essayer d'aller dans leur mouvement pour pas en rajouter quoi. Voilà. C'est vrai qu'ils expriment leur douleur quand elle est très avancée en général. Donc, prévention. Et au niveau de
Convalescence, à quelle vitesse les chiens et les chats guérissent-ils dans votre expérience? Ouais, ils guérissent assez vite s'ils sont, c'est comme nous, hein, s'ils sont jeunes et en bonne santé, il n'y a pas de raison. Le plus compliqué, c'est de les contenir, entre guillemets, donc dans des cas de fracture, par exemple, sur des chiots ou des chiens adultes un peu vifs, bah, c'est vrai qu'on est sur des sorties hygiéniques, donc des fois, il faut les parquer, il faut les sortir en laisse, au pas, que 5 minutes, plusieurs fois par jour. Mais si les humains ils sont assez rigoureux et qu'ils font ça avec un protocole assez strict, il y a de bonnes récupérations. D'accord. Après, un chien qui a une fracture, qu'on laisse avoir le même mode de vie qu'avant, il va aggraver le problème, il va déformer la fracture, il va sembler aller mieux, mais 1 an après, il y a tout qui rechute, quoi. Oui. Donc voilà, ça dépend comment on les contient et il faut être rigoureux avec ça. Mais sinon, les chats, ils sont incroyables. J'ai vu des chats explosés par des voitures en kit. Oui. Mais incroyable, avec déjà une gestion de la douleur et de récupération, 1 mois, 2 mois, ça repart, quoi. Non, ils sont assez incroyables. Puis ils sont très flex, les chats aussi, donc ça aide. Voilà, une bonne guérison de manière générale. En plus, ils ont 4 pattes au sol, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il faut être dans la prévention, c'est que vu qu'ils ont 4 pattes au sol, ils gèrent plus longtemps des problèmes que nous. Nous, on est vite dans la merde. Oui. Oui. Si on a mal à une cheville, concrètement, on peut pas marcher. Eux, s'ils ont mal à une cheville, ils peuvent littéralement marcher, courir. Et c'est pour ça qu'ils arrivent plus à compenser. Et donc, ils disent plus tard. Ils saturent moins vite, excusez-moi. Voilà. D'accord. Dans les activités sportives intensives, auriez-vous des conseils précis pour éviter des blessures inutiles? Ouais, c'est du bon sens, hein. Bien échauffer le chien avant une compétition, un entraînement. Donc, qu'est-ce qu'un échauffement? Pour moi, en fonction de l'énergie, du caractère du chien, c'est peut-être le tenir en laisse 5 minutes en promenade pour que ses petits genoux ils s'échauffent et tout. Et après, les lâcher et aller marcher en avant, en fait. Souvent, les problèmes sont dus à des trop fortes activités à froid. D'accord. Le corps, il n'est pas prêt à générer un gros effort. Et comme nous, on peut avoir des claquages. Ce qui arrive souvent, le chien qui est sur la terrasse couché, puis il voit un chat passer, il part à fond et ils seront les ligaments croisés, quoi. Ça arrive malheureusement assez souvent. Donc voilà, l'échauffement est important, vraiment. Après, être régulier dans les entraînements. Des fois, on voit des cas où les gens ils se disent « Ah tiens, ce mois-ci, je vais aller faire 4 heures de vélo dans le Mont Ventoux. » Mais le chien, il bouge pas de la semaine. Et d'un coup, il se retrouve à faire 4 heures d'effort. Donc ça, c'est pareil pour nous. Il vaut mieux être régulier et concis, entre guillemets, mais surtout progressif dans nos activités. C'est ce qui peut faire défaut aussi. Des fois, on reste tout le temps à la maison, 1 semaine, 2 semaines, et puis d'un coup, on va faire 3 heures de rando. C'est pas terrible. Oui. Ni pour nous, ni pour eux. Il vaut mieux tous les jours, tous les 2 jours, aller se promener un peu, même si c'est que 20-30 minutes. Mais le corps, il est stimulé de manière plus régulière, vous voyez, et en douceur, pas trop fort. Et souvent, il vieillit mieux comme ça. D'accord. Voilà, après, la récupération, pareil. Après, je sais pas si vous avez fait un parcours d'agility ou quoi, de retourner aller marcher un peu avec votre chien pour le temps qu'ils sont seuls, surtout, pas avec d'autres animaux. Sinon, ils s'échauffent les uns les autres. Enfin, s'échauffent mentalement, je voulais dire, en jouant, etc. Donc, y aller seuls et marcher doucement pour qu'ils redescendent en énergie, quoi. Voilà. Faire attention les lendemains. Oui. Parce que des fois, c'est comme nous, quand on se fait un petit peu mal, c'est le lendemain matin. Ah ouais, quand même, en fait. Donc, voir comment son animal se lève le lendemain. Est-ce qu'il est un peu rouillé ou pas? S'il a des courbatures, ce qui serait complètement normal, il faut aller marcher. Des fois, on a envie de dire, même nous, je suis un peu courbaturée, non, je vais m'asseoir.
En fait, c'est un peu bête parce qu'en fait, nos toxines ne s'éliminent pas plus vite et nos courbatures vont rester plus longtemps. Alors que si on va marcher doucement, pas longtemps, je sais pas, 20 minutes, les 5 premières minutes, on va sentir nos muscles qui tirent, c'est les toxines qui commencent à bouger. Et en fait, le fait d'être en mouvement, notre sang il va plus vite affluer, et du coup, nos toxines elles vont se barrer plus vite. D'accord. Donc, ça, tout sportif vous le dira. Hein. La récupération, même le lendemain, est importante. Moi, j'aime bien que les gens ils aillent marcher les lendemains de compète. Voilà, et puis je reviens à la balnéo, surtout pour les chiens de sport. La nage les renforce beaucoup au niveau musculaire. Donc un chien de sport, il faut qu'il soit musclé, sinon il peut se faire mal, comme un humain. Donc voilà, la balnéo c'est bien. Et puis pour moi, éviter un maximum les caisses. Il y a beaucoup de gens dans le monde animal canin qui contiennent leurs chiens dans des caisses la nuit. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, ils vivent pas très bien parce qu'ils sont, en fait, ils sont immobiles, ils peuvent pas bouger. Donc ça aide pas l'ankylose, quoi. Ouais. Donc essayez, il vaut mieux que votre chien il soit parqué, même dehors, que dans une caisse. Pour moi. D'accord. Après, si c'est une question de minutes, heures, pourquoi pas, mais voilà. Mais bon, ça c'est très personnel. Oui, c'est des conseils. Ouais, c'est un conseil, ouais. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, la dysplasie de la hanche. Y a-t-il un moyen de l'éviter ou de la limiter ? Ouais, enfin plus ou moins, on dirait, parce qu'il y a plein de niveaux de dysplasie. On ne sait pas d'ailleurs la part, on ne connaît pas exactement les causes de dysplasie. On sait qu'il y a une part génétique qui peut sauter une génération. Donc déjà, pouvez-vous dire que si les grands-parents ils l'avaient, les enfants peuvent ne pas l'avoir, mais les petits-enfants peuvent l'avoir. Et puis après, c'est comme tout, hein, c'est l'environnement, l'alimentation, qui vont définir comment ces hanches vont se tenir. Donc l'environnement, c'est sûr que si on a des doutes, on va pas faire monter l'escalier au chiot 10 fois par jour, donc le moins possible. Stimuler de manière la plus légitime les hanches, dirais-je. On évite de sauter sur le canapé, sur le lit, on évite d'aller randonner trop longtemps, on évite les terrains accidentés, des gros dénivelés aussi, qui vont beaucoup stimuler les hanches. Il y a des croquettes qui se développent avec des chondroprotecteurs et de la glucosamine. Donc ça, c'est des molécules qui sont resynthétisées avec des éléments à la base qu'on a en nous, qui sont là pour lubrifier les articulations et éviter la détérioration du cartilage articulaire. Donc vraiment dans les cas où, entre guillemets, on ne peut pas trop aider parce que la dysplasie est assez avancée, on met ces chiens sous ces croquettes et c'est assez bien. Comme ça, ils ont un apport constant de lubrifiant. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez bien les dysplasies. Il y en a différents types. Vous pouvez en avoir au niveau du coude, au niveau des hanches. Au niveau des hanches, en fait, c'est la tête fémorale qui n'est pas très bien emboîtée dans ce qu'on appelle l'acétabulum. Donc, c'est la cavité de la hanche. Donc, si ça, c'est une hanche normale, donc type A. Un peu plus haut, voilà, ouais. Là, vous êtes sur une dysplasie B. Donc, ça va, vous voyez, on est encore bien dans la capsule quand même. Après, on arrive sur du C, où là, il y a un jeu avec un frottement. Et puis en D, on commence à être un peu en subluxation. Donc là, il commence à avoir de sérieuses douleurs à chaque fois que le chien pose la patte. Puis après, E, c'est vraiment une hanche luxée. Mais là, je vous avoue, le chiot, à 3 mois, il est raide boiteux. Donc ça se voit très vite. Et là, c'est chirurgical. Donc en fonction du degré, on va dire que jusqu'à C, on gère. Hein. On gère avec des soins appropriés, un mode de vie approprié et des chondroprotecteurs. Et après, si c'est au-delà, on peut envisager des chirurgies quand même. Hein. D'accord. Donc c'est des ablations de tête fémorale ou des prothèses de hanche. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc la prévention, oui, c'est-à-dire que
quand même en ostéo, en déliant les genoux, le rachis lombaire, en enlevant toute la pression en fait autour de la hanche, on peut quand même l'aider à pas trop... Voilà. Et en fonction de l'ampleur, donc des petits cas comme ça, on les gère assez bien et les vétos le voient. Enfin, personne sait qu'il y a un jeu dans la hanche, quoi. D'accord. Vous voyez, ça, on le gère bien. Ça demande un suivi peut-être une fois ou deux dans l'année, de la nage l'été, être vigilant, pas faire 5 heures de randonnée dans le Luberon. Voilà. L'important, en fait, c'est que les gens le sachent pour faire attention. Voilà. On ne peut pas demander à un chien qui a une dysplasie, même légère, de faire pareil qu'un chien qui n'a rien du tout, quoi. Parce que, si vous voulez, cette dysplasie, donc c'est une laxité, quelque part, de ligament. Et avec le temps, le cartilage, il s'effrite et après, on est sur une arthrose de hanche. Donc, c'est juste que la hanche, elle va s'arthroser plus vite qu'une autre, quoi. Voilà. Quel est le pourcentage des chiens qui ont une dysplasie? C'est par race, en fait, plus que par pourcentage. Les golden, les labradors, ils y sont très sujets. Ah, oui. Les bergers allemands surtout. Les malinois. Voilà, ça c'est vraiment les cas les plus... Les bosserons aussi. Bon, là c'est les cas qui me viennent, les races qui me viennent en tête. Non, parce qu'après, en fonction des races, c'est des tares qui ressortent, qui sont différentes en fonction de chacun, quoi. Voilà, donc ça c'est plutôt un truc de chien moyen et de gros chien, la dysplasie de hanche. Parce qu'il y a trop de poids à porter, une croissance trop rapide. Et la dysplasie du coude, en fait, c'est un petit bout d'os qui s'effrite dans le coude et qui génère un frottement, une inflammation. Et en fait, il faut aller chercher avec une pince en arthroscopie, ce petit bout pour libérer ça. Voilà. Donc, pouvez-vous partager avec nous l'exemple d'un chien que vous avez soulagé avec l'ostéopathie? Alors, c'est vrai que un des cas qui m'a marqué quand j'ai commencé, peut-être ça faisait 4 ans que je faisais ce métier, c'est une chienne qui avait été percutée, même écrasée par une voiture, donc elle a été passée dessous carrément, sous la roue. Donc elle avait 6 fractures de bassin déplacées. Donc c'est pas juste une fissure, c'est carrément... Et elle était assez incroyable cette chienne parce que malgré ses 6 fractures de bassin, elle arrivait à nourrir ses chiots. Elle avait 6 chiots. Et en fait c'était un chien de moutons. Donc elle était quand même censée gérer un troupeau de moutons. Et même si sa maîtresse, elle lui disait non, ne viens pas et tout, c'était plus fort qu'elle. Elle arrive à sauter des barrières avec 6 fractures de bassin pour aller ranger des moutons et après nourrir ses chevaux. Donc déjà, c'est assez impressionnant parce que souvent les gens, ils se demandent s'ils ressentent la douleur. Souvent on me dit oui, mon chien il boite mais il a pas mal. Mais pour moi, ça veut rien dire cette phrase, parce que si vous boitez, c'est que votre système nerveux, il envoie un signal à votre cerveau qui vous dit aïe, et donc il boite. Donc c'est associé. Une boiterie est associée à une douleur, vraiment. Bon, après, on se rassure comme on peut. Mais tout ça pour vous dire que cette chienne, donc, qui ressent les mêmes choses que nous, et on serait à l'hôpital sous morphine, à sa place, était capable, malgré tout, de faire le travail qu'elle était censée faire. Et ce qui a été ça a été important pour moi, ce cas, parce que c'est là que je me suis rendu compte que juste en résilience avec des tissus, donc moi je me mets à la disposition des tissus et ils me disent ce que je dois faire. Avec une radio de contrôle après, on s'est aperçu que les os ils s'étaient recentrés dans l'axe. Donc que 6 fractures de bassin déviées se recentraient et donc optimiser la convalescence et la consolidation osseuse, quoi. Puis éviter, parce qu'après, il y en a, on leur met des plaques et des vis, quoi. Donc ça a été un cas assez important pour moi, aussi bien pour se rendre compte de ce qu'on est capable, ce qu'on peut faire en ostéo. Les limites de l'ostéopathie sont celles de l'ostéopathe. Donc c'est notre mental aussi qui des fois limite nos actes, nos actions.
Bon, bref. Et donc, cette petite boulette, c'est un cas incroyable. Et de par cette solidité de caractère qu'elle avait, et aussi pour voir, moi-même, c'était un des premiers cas où j'ai eu une action assez importante, alors que c'était pas très joli, quoi. Voilà. Mais moi, il m'impressionne, et pour moi, c'est des grands modèles, nos animaux. Ils ont une humilité incroyable, ils n'ont pas d'égocentricité. Voilà, d'où la prévention et anticiper le plus possible pour eux, parce qu'ils font tout pour nous, pour faire le taf qu'on attend d'eux, quel que soit leur état d'âme, leur état de corps. Et c'est incroyable, quoi. Pour moi, autant nous, en fait, on va d'abord faire attention à notre corps, puis si on va bien, on va aller travailler. Mais si on se sent pas trop bien, par certains humains qui bossent tout le temps, mais voyez ce que je veux dire, il y en a où non, je me sens pas trop aujourd'hui, je vais pas y aller, quoi. Mais eux, c'est clairement l'inverse. Ils y vont à n'importe quel prix, à quoi qu'il arrive, sur leur propre structure, quoi. Donc c'est incroyable. Les chats, j'en viens un peu au message que j'aimerais faire passer, si ça vous convient. Les chats aussi, c'est un peu différent, c'est pas la fonction, mais eux, sont plus pudiques. Donc il faut faire attention, les signaux sont plus discrets, d'où bien apprendre à connaître nos animaux, à se renseigner pour anticiper pour eux. Et après, je reviens donc à l'importance de l'environnement, de l'amour qu'on leur donne, de l'espace qu'ils ont besoin. Combien j'ai de gens qui mettent une quantité d'animaux trop importante sur une même surface. Forcément, ça part en couille. Forcément, il y a des problèmes. Et ça, il y en a plein. C'est-à-dire qu'un animal, ça a besoin d'un territoire, comme nous. Ça a besoin d'un... Et des fois, on concentre par bienveillance, parce qu'on se dit « Ah, lui, il est abandonné, il est malheureux, je vais le prendre. » Oui, mais à quel prix pour vos propres animaux qui sont déjà là ? Souvent, on ne pense pas à ça. Et j'ai vu des chats vivre assis dans des appartes, mais s'ils pouvaient sauter par la fenêtre, ils le feraient. Il y en a, ils l'ont fait. Mais non, on les ramène. Donc parfois, mais je suis dure, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il y ait des chats errants, mais libres, qui viennent pas gêner le territoire de vos propres animaux et qui va limiter les conflits, et donc les problèmes ? Parce que les cystites chez le chat et tout ça, c'est une question de territoire. La vessie, c'est le territoire. Est-ce qu'on peut savoir à peu près, parce que j'imagine le territoire de chacun varie. Tout à fait. Alors quand on pense que c'est bon, on amène un chat, puis après on se rend compte que c'est pas bon. Alors les chats, c'est un peu différent. Les chats, c'est est-ce que déjà ils ont un accès dehors ? Parce qu'après, s'ils ont un accès dehors, ils font plus leur tambouille. Parce qu'ils peuvent se partager des toits, vous voyez, des cours, des champs, et du coup, ils vont un peu mieux se gérer. Un chien qui va à l'extérieur, dans un jardin, mais qui ne peut pas sortir du périmètre de territoire, là, il faut qu'on parcelle, il faut qu'on fractionne. Et encore, le chien est un animal de meute, donc souvent, le territoire, il est pour tous les chiens le même, au sein d'une même meute. Et c'est plutôt, vous voyez, voilà. Et les chevaux, là, normalement on dit 1 hectare par cheval, mais dans le sud on en est loin. Donc voilà, s'il y a beaucoup de chevaux qui ont des problèmes aussi, je me permets, c'est qu'ils n'ont pas l'espace et le mode de vie adéquat à leur physiologie. Et donc forcément, il y a des problèmes. Donc déjà, si on respectait au sens un peu plus strict les besoins de tous nos animaux, je peux vous dire qu'il y aurait moins de problèmes. Et souvent, c'est la domestication qui induit les problèmes. Ou le manque d'espace, ou le manque d'attention, ou voilà. D'accord. Enfin bon, c'est des choses simples à dire, mais c'est comme pour nous, quoi. Pour être bien, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on mange correctement, qu'on se sente bien chez nous, qu'on ait de l'attention d'autrui, vous voyez. On est tous des mammifères, quoi, donc on peut assez facilement reporter les choses les uns sur les autres. Après, moi, j'aime bien porter l'attention sur l'importance de l'eau.
Les animaux qui mangent des croquettes, ils s'assèchent vite. Parce qu'en fait, pour manger une certaine quantité de croquettes, les vétérinaires, ils ont considéré qu'ils devaient ingérer une telle quantité d'eau. Et souvent, je pense qu'ils n'en boivent pas cette quantité-là. Donc, il faut bien nettoyer les gamelles d'eau, il faut changer l'eau tous les jours, que le volume soit important. Des fois, je vois des énormes chiens avec des bols ridicules, des gamelles dans des états que personne boirait dedans. Un chien qui bave, il n'aime pas reboire dans sa bave. Donc, il ne va pas les... Voilà, donc pensez à tout ça, c'est bête, mais l'eau, c'est la vie. Surtout quand on mange des aliments secs. Et notamment, vous pouvez prendre des fontaines à eau. C'est un exemple, mais ils aiment bien voir le mouvement de l'eau. Et ça, par exemple, ça stimule plus. Ils vont plus boire, vraiment. D'accord. Donc ça, je trouve ça important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Que les animaux, ils ont besoin de sortir de leur territoire. Surtout les chiens. Parce que les chats, ils le font tout seuls. Mais les chiens, ils ont besoin de sociabilité. Ils ont besoin d'aller voir les textos qu'il y a dehors. Parce que sinon, les chiens ils vivent dans un monde d'odorat. Et quand ils partent le matin à Bâle, c'est pour aller voir qui a traversé mes terres. Vous voyez ? Et donc, c'est par l'odeur qu'ils arrivent à voir les machins. Mais une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils connaissent par cœur leur territoire, ils n'ont plus de stimuli olfactifs. Et c'est ce qui stimule leur mental, pourtant. Et voilà, dire... Ah, j'ai un hectare, c'est bon, mon chien a assez d'espace. Oui, mais il va manquer quelque chose d'odorat. Donc, c'est bien si les petits propriétaires de chiens, ils prennent le temps de les sortir hors de chez eux pour qu'ils aient accès aux textos des autres chiens qu'ils ont mis sur les poteaux, sur les trottoirs. Et comme ça, indirectement, c'est une forme d'interaction aussi avec les autres. Et ça stimule beaucoup plus leur mental. Et souvent, ils sont beaucoup plus calmes au sein de chez eux aussi, parce qu'ils sont mieux dans leur peau, quoi. Ils sont allés se faire un tour dehors, quoi. Vous voyez ? Voilà. Le repos après le repas, des croquettes. Bon, c'est des trucs de base, mais pour les retournements d'estomac. Ouais, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que, vraiment, les croquettes, c'est un aliment qui est calculé pour le chien, mais il faut faire, à mon sens, un petit peu attention. Et en fait, plus c'est un aliment qui est très lourd, et assez volumineux suivant la quantité que va ingérer l'animal. Et c'est ce qui fait qu'après, s'il va jouer ou quoi, en fait, il y a un phénomène avec le poids là, de rebond, et l'animal peut se retourner l'estomac. Et là, ça craint, grave. Surtout que souvent, c'est dans la nuit qu'il le dit, parce qu'entre le moment où il se retourne et le moment où vous avez des symptômes, autant vous êtes au lit, vous. Donc ça, c'est important. Si c'est des gros chiens avec des énormes volumes de croquettes, pour le coup, il vaut mieux les fractionner pour qu'ils aient plusieurs, à mon avis, petits repas de croquettes. Ou alors, faites comme moi, ma chienne, elle bouge plus, j'exagère un peu, mais après le repas, repos, 1 heure à la maison, tranquille. On va pas se promener, on va pas jouer. Voilà, gardez ça en tête. Je voulais aussi dire de faire attention à l'hyperattachement à nos animaux. Des fois, on les emprisonne un peu de notre amour, vous voyez ? Et ça fait des chiens qui ne boivent pas si vous n'êtes pas là, qui ne mangent pas si vous n'êtes pas là. Et alors, c'est mignon, c'est chou, mais est-ce que c'est vraiment une forme de bien-être pour eux ? Je crois pas. Et souvent, quand ils vieillissent, du coup, c'est très problématique pour les gens qui ne peuvent plus aller faire une course. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps le référent et il faut qu'il y ait tout le temps là. Donc c'est mignon, ils sont accros à nous et tout, mais c'est pas nous rendre service, c'est pas leur rendre service. Donc voilà, je me permets de le dire, mais je suis moi-même dans cette situation, donc je la ramène pas trop. Et j'essaye moi-même de faire un travail à ça. Voilà. Et puis, comme je vous disais, apprendre les codes canins pour comprendre au mieux, dialoguer au mieux avec eux, anticiper les situations. Éduquer nos enfants à savoir ce qu'est un chien et ne pas être dans la peur alors qu'on ne sait pas. Et je suis désolée, mais en France, des chiens, il y en a partout. Et moi, je pense que dans les écoles, même, on devrait en parler. Direct. Voilà. Ça peut être utile. Il y a beaucoup de situations qui n'auraient pas lieu si les enfants savaient ce qu'est un peu un chien et inversement. C'est-à-dire les choses à ne pas faire quand oui. un chien
un comportement particulier. Ouais. Et ça, on en revient au respect. Oui. Un chien, dans une maison, c'est un panier. C'est votre chambre, vous aussi. Des moments, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous faire chier dans votre chambre. C'est votre moment, c'est votre endroit. Et malheureusement, il arrive souvent que des gens prennent des chiens pour leurs enfants. Et si vous voulez, c'est un peu le défouloir de l'enfant, quelque part. Je suis un peu dure, mais voilà, il va pas forcément respecter cet espace. Il va peut-être aller l'embêter quand lui, il en a pas envie. Alors, il y a des enfants, ils respectent énormément ça, et d'autres qui ont moins cette notion. Et effectivement, les accidents, ils arrivent dans ces situations-là. Moi, j'ai jamais vu de chien attaquer spontanément comme ça un enfant. Mais on dit ça des fois, mais je pense que les gens, ils n'ont pas vu les situations, en fait. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était un chien. Vous voyez ? Ouais. Donc moi, je suis limite, faudrait un permis presque. Hein. Donc je suis dure, mais c'est vraiment apprendre ce qu'est un chien, quels sont ses besoins, avant d'en adopter un, pour que tout aille bien pour tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'une petite éducation des humains aux animaux domestiques serait bien. Voilà. Et après, comme on disait, c'est nos éponges émotionnelles, qu'on le veuille ou non. Il faut avoir conscience de ça pour, à mon sens, ne pas trop s'appuyer sur eux. C'est-à-dire que moi, je peux pas pleurer sans que ma chienne elle vienne me voir et me dire mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures et tout. Donc c'est vraiment ça l'atteint. Et vraiment là, je suis dans ce délire de pas être dans l'hyper-attachement, et je lui dis non mais j'ai le droit de pleurer. Et t'as le droit de me laisser pleurer et de pas... Vous voyez ? Donc vraiment les protéger aussi de nos déboires, comme pour nos enfants, en fait. On n'a pas à pleurer dans les bras de nos enfants si on a un problème. C'est ça, oui. Et on n'a pas à pleurer dans les bras de notre animal si on a un problème. Parce que là, l'éponge, je vous dis même pas. Hein. Voilà, donc ça... donc pas trop s'appuyer dessus parce qu'ils malgré tout ils soulagent nos peines. Je trouve qu'ils nous apprennent, ils m'apprennent plein de choses, ils m'apprennent à me positionner dans des situations, parce que souvent ils nous poussent dans nos limites, que ça soit dans l'autorité, vous voyez, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas dans la maison, donc ça nous demande un positionnement, quelles sont mes limites, voilà, et ça, c'est vachement important, et ça a aidé beaucoup de gens autour de moi. Juste d'avoir un chien. Ça leur a tellement demandé de se positionner que ça les a aidés pour d'autres choses, en fait, après. Vous voyez ? Donc, et après aussi, mais ça c'est pour rire, c'est juste de dire qu'ils nous maintiennent notre exercice physique. Parce que quand vous avez un chien, je parle pas des petits chiens qui pour le coup ont des besoins physiques beaucoup moindres que des chiens moyens ou des chiens de grande race, moi, par tous les temps, je marche. Hein. Et du coup, je suis musclée, je prends l'air. Et en fait, au début, quelquefois, c'est une contrainte, mais qu'on transforme assez vite en plaisir. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau que le matin, au lever du soleil, que d'aller se promener avec son chien, quoi. C'est énorme. Donc voilà, ça c'était la petite touche. Et ma grande conclusion pour moi, en fait, ce qu'ils m'apprennent, c'est qu'il faut juste qu'on prenne soin de nous pour qu'ils aillent bien. Ah oui. Donc si nous on va bien, nos enfants vont bien, nos animaux vont bien, nos proches vont bien. Tout va bien. Enfin, j'exagère. Mais en fait, c'est en prenant soin de nous que notre environnement se stabilise, je trouve. Et souvent, on est un peu dans la fuite de nos déboires. Hein. C'est pas facile. Mais en soi, je crois que... Enfin, moi, je crois comprendre ça. Et je les remercie pour tout ça, pour m'apprendre tout ça chaque jour. Merci Meryl. Avec grand plaisir, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Ah, beaucoup, je pense. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie.